Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce débat qui est consacré au thème de l'éducation populaire, nouveaux lieux, nouveaux modèles. Alors historiquement, l'éducation populaire a largement contribué à émanciper les classes sociales populaires, à faire fonctionner l'ascenseur social, la réussite sociale éventuellement. Aujourd'hui, les piliers que sont l'école ou encore le monde du travail ne parviennent plus à assurer l'avancée des parcours individuels. Ils tendent au contraire à renforcer des schémas d'inégalité. Donc dans ce contexte-là, on va aborder la question de l'éducation populaire avec 3 intervenants. D'abord Clément Lavaux, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, Clément Lavaux, je suis membre fondateur de l'association La Bricole à Autun, qui gère une petite friche artistique et culturelle, un lieu d'éducation populaire. On est affilié à la Fédération régionale des MJC et à l'association des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. On accueille aussi Franck Présumet. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Franck Présumet, je suis le délégué général de la Ligue de l'enseignement, très ancien mouvement d'éducation populaire, puisqu'il est né en 1866. Non, je ne me suis pas trompé de siècle. 1866, donc il y a plus de 150 ans. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et enfin, Pierre Bécu. Bonjour, Bonjour. Moi je suis auteur-réalisateur et je viens vous parler d'un film qui est en plein dans le sujet. Voilà, vous êtes réalisateur du documentaire Jouer et grandir, qui est dédié à l'éducation populaire auprès des jeunes et qui suit un séjour de vacances qui existe depuis des années près du Léman, dont on va voir tout de suite la bande-annonce. Je suis Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Vous êtes cette année 54 sur scène. Je suis comme un fou. Je le cache un peu, mais j'ai trop hâte. Je crois que notre colonie de vacances, c'est un apprentissage formidable de la citoyenneté. Amusez-vous. Dès que vous prenez du plaisir, vous en donnez. Dans le travail que l'on fait nous au quotidien au niveau de la FOL, c'est donner des possibles. On s'exprime. Se perdre dans les labyrinthes du monde. Super! On a un projet concret, un spectacle avec un vrai public. C'est ça l'écolo, c'est garder des moments avec des copains. C'est aussi la découverte de l'autre, sans le cocon familial. J'avais super peur de me tromper dans le texte. Le soir, je le relisais 5 fois. Ça marche super bien. Sur les 63 costumes à faire, il nous en reste 29 à faire avant la générale. Vous avez fait un travail incroyable. Je n'ai plus peur. J'ai confiance. Je t'aime. Moi aussi, j'ai confiance et je t'aime. Un enfant qui a fait une bonne colo, c'est un enfant qui est mieux armé pour aller à l'école, faire la rentrée scolaire. Faites un beau spectacle. Merde. C'est grâce à eux si j'ai confiance en moi maintenant. Donc, encore merci. Voilà, comme vous l'avez vu, le film est en salle le 20 novembre, alors on vous engage à aller le voir. Il en a besoin, il a besoin de public. Alors je voulais revenir avec nos 3 intervenants sur déjà l'éducation populaire. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Qu'est-ce que l'éducation populaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'éducation populaire? Est-ce que la traduction de l'éducation populaire aujourd'hui, elle est différente de ce qu'elle était il y a encore une centaine d'années même et quels nouveaux lieux, nouveaux acteurs éventuellement, Franck Présumet? Alors, définir l'éducation populaire, c'est toujours très compliqué. Et je me suis dit que pour tenter de la définir, j'ai repris les statuts de la Ligue de l'enseignement. C'est vrai que les associations, notre feuille de route, ce sont nos statuts. On les oublie souvent dans les associations. Et la première phrase de nos statuts dit que la Ligue d'enseignement, elle invite les femmes et les hommes à s'associer, à débattre et à agir. Et il me semble qu'à travers ces 3 verbes, on a une bonne définition, voire même 3 critères qui peuvent définir des espaces d'éducation populaire. D'abord, s'associer, parce que si on est tout seul, c'est compliqué de faire de l'éducation populaire, donc je dirais qu'il faut être au moins 2 pour caricaturer. Mais bon, voilà, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'impliquent, qui s'associent. Alors, on peut le faire dans des associations, historiquement. Maintenant, on parle beaucoup plus de collectifs. Des fois, l'association, ça fait un petit peu peur.
Donc les gens se mettent en collectif, en association. Le statut, je dirais que n'est pas le plus important, mais il y a du collectif. Le deuxième verbe, c'est débattre. Et c'est un mot qu'on utilise moins, je me disais, en préparant un peu cette table ronde. Débattre, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que face à la société dans laquelle on est, il faut aller vite, il faut prendre des décisions rapides, des opinions rapides. Le débat n'est plus à l'ordre du jour. Donc je pense que c'est important aussi de débattre. Derrière la notion de débat, il y a la question aussi d'émancipation, d'esprit critique, on pourra peut-être y revenir. Donc c'est important de débattre. Et puis il faut agir, parce que si on fait se réunir et qu'on débat des heures et des heures, voire des jours et des jours, on ne change pas la société, et donc il faut agir. Donc là, l'action, évidemment, la Ligue de l'enseignement, les mouvements d'éducation populaire en général ont des tas d'actions différentes, on pourra y revenir. Les colos sont un espace que Pierre a disséqué à travers son film. Là, il en parlera mieux que moi. Mais bon, c'est un espace parmi d'autres. Il y a plein d'espaces d'éducation populaire. Et il me semble que, pour finir, si ces espaces permettent de faire du collectif, de débattre et donc ensuite d'agir, il me semble qu'on peut dire que ce sont des espaces d'éducation populaire. Pierre Bécude, vous avez travaillé sur un séjour de vacances, mais quelle idée vous aviez de l'éducation populaire? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers votre film, comment vous l'avez pris, cette question de l'éducation populaire? Comment vous l'avez réfléchi? Je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là. Je n'ai pas du tout grandi là-dedans. Mais en même temps, j'ai trouvé... Vous avez fait des colos, peut-être? Alors non, absolument pas. Ah, d'accord. Moi, je viens d'un milieu paysan, rural. Les colonies, c'était de partir en alpage. C'était de travailler, en fait. Voilà, j'ai été un enfant travailleur, exploité, on peut dire. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup dans le monde. Mais non, et en même temps, c'est des gens qui m'ont aidé. Je me suis rendu compte, je suis allé voir cette colo une année. L'année d'après, on l'a tournée. Et je suis revenu en arrière, je me suis dit finalement, à chaque fois que j'ai sorti un film, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, ils étaient là. C'est-à-dire c'est dans leur salle que j'allais, c'est eux qui prêtaient du matériel parce que souvent ils avaient des petites unités, et qu'en fait cette colo théâtre, alors il fallait quelque chose qui ait une dramaturgie quelque part, et là il y en a une très forte, c'est est-ce qu'on va arriver à monter ce spectacle avec 50 enfants, une vingtaine d'adultes, avec une exigence très très forte. Quelque part, il y avait derrière, en coulisses, plein de gens qui œuvraient, et j'ai voulu aussi montrer ça. Voilà, parce que ça ne tombe pas du ciel. Le risque aujourd'hui, c'est d'avoir une approche consumériste absolue des vacances. Mais non, là, on a une approche citoyenne des vacances, et donc de l'éducation aussi. D'accord. Et vous, Clément Lavaux, l'éducation populaire? Alors une définition que j'aime bien, c'est la définition de Christian Morel, qui serait l'ensemble, l'éducation populaire est définie comme l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique. Au-delà de ça, nous, dans un lieu, la question, c'est pas de se dire comment on a ce mantra tout le temps, c'est comment on le fait vivre au quotidien, à travers à la fois, effectivement, un lieu d'échange. Comment est-ce que notre lieu est organisé pour être un lieu démocratique? C'est pas parce qu'un lieu est ouvert qu'il est tout de suite démocratique, c'est comment est-ce que les gens s'autorisent à faire, à dire dans ce lieu. Comment est-ce que c'est un lieu aussi donc d'échange, de débat, on l'a dit, et je pense que ce mot, effectivement, est important. Comment c'est un lieu de pratique? Comment les gens vont pouvoir trouver des espaces pour apprendre en faisant ensemble, donc avec aussi ces notions de pédagogie qui sont importantes, et avec des espaces où on réfléchit à la manière dont on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de transmettre, quelles sont les valeurs à travers le faire. Un espace aussi, du coup, où on peut produire. On peut produire un spectacle, on peut produire un film, on peut produire aussi, d'une manière très large de produire, on peut travailler, et un espace, du coup, on peut aussi diffuser des choses, des films, où on peut diffuser des pièces de théâtre, des concerts et tout ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est comment est-ce que cette dimension collective et émancipatrice, c'est un moteur permanent. Mais quels sont les lieux d'éducation populaire aujourd'hui et les acteurs et comment on fait vivre tout ça, comment on continue de faire vivre ça?
Alors, je vais parler du réseau que je connais le mieux, la Ligue de l'enseignement, mais c'est évidemment transposable à tous les mouvements d'éducation populaire en tout cas, qui se revendiquent de l'éducation populaire. D'abord, je pense qu'on est une confédération d'associations. C'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement, à la fois on agit, on est opérateur, j'en parlerai, mais on est aussi une fédération d'associations, donc avec une fédération dans chaque département qui, elle, fédère des associations dans le domaine culturel, sportif, etc., social. Et donc, les premiers lieux d'éducation populaire, ce sont nos associations, qui sont normalement des espaces démocratiques, comme on vient de le dire, et qui mettent en place des actions. En général, voilà, quand on est dans le sport, par exemple, on agit, on fait faire du sport à ses adhérents, etc. Et donc, la question de l'action, elle ne se pose pas. La question démocratique, parfois, le débat se pose un peu plus. Donc, nous, on insiste pour que les associations soient des lieux de débat ou, à minima, que les gens ne viennent pas consommer. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation et parfois même aussi dans le milieu associatif, on peut tomber dans ce travers. Donc, c'est un combat, je dirais, permanent, de faire de ces espaces aussi, pas des espaces de consommation, mais des espaces démocratiques, d'action, où on laisse de la place aux adhérents pour agir et pour modifier l'action. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur les associations. Qu'est-ce que vous appelez consommation? C'est-à-dire que les gens ne viennent pas juste pour une activité qui serait proposée, mais pour échanger avec les autres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple du cinéma, puisqu'on est dans le cinéma. On peut avoir un lieu de cinéma qui est dans le réseau de la Ligue de l'enseignement ou dans d'autres réseaux. Et puis on a des spectateurs dans le cinéma, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire, mais on est dans l'économie. Et dans nos lieux de cinéma, on essaye de plus proposer que les autres des débats après les films. Je reprends ce mot de débat, parce que pour faire grandir, pour émanciper, pour faire mieux réfléchir, il faut débattre avec les autres. On essaye parfois de créer même des associations où les spectateurs participent plus ou moins à la programmation, etc. Donc on essaye de faire même de ces lieux a priori de consommation. Quand vous allez chez nos concurrents privés, je ne vais pas les citer, et que vous achetez du popcorn, vous débattez pas beaucoup avec votre popcorn. Donc je trouve que ça c'est un exemple. Je pourrais citer plein d'exemples. Dans nos colos, c'est pareil. On essaye que nos colos, les enfants soient moins consommateurs et soient plus acteurs. Sans mauvais jeu de mots, sur je fais des jeux de mots à mon insu même, soient acteurs de leur colonie, de leur colo, de leur séjour, parce qu'ils sont d'abord en vacances et qu'il faut qu'ils construisent ça avec nous. Donc et je pourrais citer plein d'exemples. Je pense notamment à une autre action forte chez nous, qui s'appelle Lire et faire lire, où des personnes d'un certain âge vont lire dans les écoles ou dans les espaces périscolaires. On essaye d'établir que les enfants choisissent les livres, etc. On a toujours à l'esprit le fait qu'un citoyen, pour s'émanciper, il faut qu'il soit acteur. S'il est toujours dans la consommation, il ne s'émancipe pas du tout. Voilà. Alors dans votre film, Pierre Bécu, les enfants sont des acteurs au sens propre du terme, mais ils collaborent tous pour un projet commun, qui est une représentation théâtrale très ambitieuse, avec toute l'aide qu'ils ont autour d'eux. C'est ce que vous appelez là, on n'est pas dans le consumérisme. Enfin, vous parlez des vacances, éviter les vacances consuméristes. C'est vrai que la notion de projet est fondamentale. Elle rejoint évidemment toutes les pédagogies participatives depuis, on va dire, un siècle et demi. On a plein d'exemples en tête. Et en même temps, elle représente une forme assez moderne, je trouve, par rapport au fait que la technologie numérique nous enferme un peu sur... On croit qu'on est ouvert, mais en fait, avec les algorithmes, en fait, on se rend compte qu'on est assez fermé sur son monde à soi. Et la salle, déjà, permet de se réunir et de débattre. Et ça, c'est aussi une alternative, même si on les utilise toutes,
aux plateformes Internet. Et puis, ce projet-là fédère d'une façon très impressionnante, avec des enfants de 6 à 16 ans, avec des adultes qui sont sur scène aussi, qui se remettent en cause, des enseignants qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui essayent, dans une scène, on le voit très bien, d'inculquer à des enfants ce qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes. Alors là, pour le coup, on est dans la circulation des savoirs avec cette idée que l'adulte s'émancipe aussi, là, dans ce film-là. L'enseignant, 30 ans de métier, il se remet en cause sur scène avec les enfants. Et ça lui apporte beaucoup pour le reste de l'année. Donc voilà, cette circulation-là, elle est extrêmement moderne. Je trouve qu'il y a un avenir pour ça. Il faut arriver à le défendre évidemment collectivement, parce qu'on sait qu'il y a plein de pression. On le voit dans un lieu comme ça. Si ça a lieu, c'est aussi parce qu'il y a énormément d'entreprises qui mettent de l'argent et des sponsors, etc. Oui, mais collectivement, quelle réponse citoyenne on donne au problème de la cité ? Il y a des maires, il y a des présidents d'agglo. Elle fait quoi, la jeunesse ? À quel moment on la récupère ? Est-ce qu'on agit en mode tardif, avec tous les problèmes que ça pose, ou est-ce qu'on les prend là, à partir de 6 ans en leur proposant des projets comme ça ? Je peux vous dire que ces gamins-là, ils ont le sens des responsabilités, ils ont le sens de la rigueur, et ça m'étonnerait qu'on les retrouve dans des... Enfin, après, les parcours de vie, on ne les connaît pas. Mais en tout cas, vous allez sur le site Jouer et Grandir, vous avez les témoignages des allumeurs de lune, certains aujourd'hui 35-40 ans, ils vont vous raconter, avec toute la diversité sociale qu'il y a dans la compagnie, ce que ça a pu leur apporter. Clément Lavaux, sur cette question justement est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs de l'éducation populaire aujourd'hui ? Est-ce que ça prend une nouvelle forme ? Je pense que ça prend de nouvelles formes depuis 160 ans, si on prend l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Ça évolue. Une des forces de l'éducation populaire, c'est justement de pouvoir adapter ses formes à son temps, mais en restant sur des valeurs qui, elles, ne bougent, bien sûr, mais aussi sur des outils, s'appuyer sur la pédagogie. C'est-à-dire qu'en 2024, continuer à travailler autour de la pédagogie Freinet ou Montessori, c'est moderne, c'est complètement innovant. Alors que c'est des pédagogies qui ont été pensées sur des moments très différents, après la guerre pour Freinet. Mais reprendre la notion de conseil, reprendre tous ces outils-là, c'est des choses que font notamment les 1000 MJC en France ou tous ces lieux-là depuis très longtemps. Alors oui, il y a des nouveaux lieux. Un certain nombre de tiers-lieux, par exemple, peuvent s'inscrire soit de manière consciente, soit de manière inconsciente dans ces dynamiques d'éducation populaire. Ça ne veut pas dire que tous les tiers-lieux sont forcément inscrits dans ces mouvements, puisqu'il y a des tiers-lieux qui sont aussi dans une dimension très commerciale et commerçante. Mais je pense qu'un des points communs de tous les acteurs de l'éducation populaire, c'est d'être dans ce tiers secteur. C'est-à-dire qu'on retrouve principalement l'éducation populaire plutôt dans le mouvement associatif, peut-être dans l'économie sociale et solidaire, moins dans le mouvement et dans les entreprises commerciales ou dans le service public, même si ça irrigue. Et on voit notamment avec l'histoire de la Ligue de l'enseignement que les liens entre l'école et les associations est quelque chose de très important et que toutes ces pédagogies sont aussi nées dans les écoles et après sont utilisées dans les mouvements associatifs. Mais les nouveaux lieux de l'éducation populaire, c'est aussi les mouvements militants féministes, c'est aussi les mouvements militants écologistes et toute la question toutes ces questions de société, comment elles sont traversées, comment des acteurs et des actrices des territoires décident de s'en emparer, décident de l'amener dans des lieux pour en faire débat, pour la faire vivre, pour l'ouvrir. Donc oui, c'est innovant, mais c'est innovant depuis 200 ans. L'éducation populaire, elle a besoin des territoires, justement. On est au Salon des maires, on est au Congrès des maires, il y a des élus, il y a des collectivités. Donc je suppose que ce soit les séjours de vacances, etc., tout ça a besoin d'être en lien avec les acteurs du territoire, avec les collectivités, ne serait-ce que pour la question de l'argent, des subventions, et d'ouvrir aussi cette possibilité à tout un public, et non pas un public cible. Bien sûr qu'on agit sur les territoires et qu'on a besoin de l'interaction avec les territoires. Clément vient de parler de l'école. Bon, j'en ai pas parlé, mais évidemment l'interaction entre l'éducation populaire et l'école est hyper importante. Nos premiers interlocuteurs, c'est les collectivités locales et les communes d'abord, les départements après pour les fédérations, mais nos associations, elles agissent dans les communes. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que la Ligue, on doit être dans plus de la moitié des communes en France, donc au moins une action, une association, etc. Donc évidemment qu'on agit à cet endroit-là.
Après, ce dialogue, c'est pour ça que je vous remercie aussi de cette table ronde, parce que parfois l'éducation populaire peut avoir une image un peu ringarde, un peu vieillotte, alors qu'en fait on s'adapte tous les jours. Nos associations, nous-mêmes, on s'adapte. Il y a question du numérique par exemple. Donc tous les jours on sait s'adapter, nos associations savent s'adapter, et quand on agit avec les collectivités locales, on est plus efficace. Voilà, ça c'est une. Est-ce que les collectivités soutiennent toujours autant ces questions-là? Est-ce qu'il y a des enjeux d'argent et de soutien même sur l'idée même de l'éducation populaire? Non, je pense que. Alors, je vais citer. Je sais plus. Je crois que c'est Jean Pinard l'autre jour qui disait ça. Il disait l'éducation populaire, tout le monde aime l'éducation populaire. On nous aime 364 jours par an. Et le 365e jour, c'est le jour du budget. Voilà. Je reprends ça. Mais vous voyez, ça fait rire dans l'assistance, mais je crois que vous allez vous en resservir peut-être là où vous êtes, messieurs, mesdames. Mais donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc le problème aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a aussi besoin, pas seulement de soutien moral, mais on a aussi besoin de soutien financiers, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les politiques publiques, souvent, l'éducation populaire, ou je dirais plus largement l'associatif, c'est la variable d'ajustement des politiques publiques, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible, et on voit, je ne vais pas faire de grands discours politiques, mais dans la société individualiste, alors c'est un mot qu'on entend tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ok. On est dans une société individualiste. Moi, je crois pas plus qu'avant. C'est juste que les associations, les fédérations d'éducation populaire, manquent de moyens pour continuer à agir sur l'ensemble des territoires. Et vous avez observé une désaffection un peu du public vis-à-vis de ces activités-là, ou pas du tout? Non, le public, il est là. Le public, il y a des besoins sociaux et le monde associatif. Non, je parle du public, des acteurs publics. Ah, des acteurs publics. Public, oui, bien sûr. Vous savez que les montants des associations, au mieux ou au pire, je sais plus, ça augmente pas. Donc voilà, on a subi le Covid, on a subi l'inflation qu'il y a derrière, et aujourd'hui, les subventions, quand elles ne baissent pas, elles n'augmentent pas, donc elles baissent. Donc, je veux dire, on est en difficulté par rapport à ça. Voilà. Et après, on n'est pas non plus, je finis là-dessus, après, je suis très bavard, mais on n'est pas on veut pas des guichets. Les collectivités locales ou les politiques publiques, ce ne sont pas des guichets à lesquels on va quémander. C'est pas ça la question. C'est comment on construit des politiques publiques ensemble avec les moyens qu'il nous faut pour fonctionner, quoi. Clément Lavaux, peut-être? Je pense qu'une des questions qui se pose sur les partenariats avec le public en général, c'est qu'il est à la fois très important, et comment est-ce qu'on arrive à garder ces lieux-là comme des lieux d'émancipation et d'émancipation réelle et concrète. C'est-à-dire comment est-ce que ce sont des lieux qui ne sont pas instrumentalisés pour des besoins, je ne sais pas, quels que soient les bords politiques, là c'est pas la question, mais comment on se retrouve une vraie liberté là-dessus. Et je pense qu'une différence et quelque chose qui a pas mal évolué dans le temps, c'est la sociologie des élus. Pendant très longtemps, les élus étaient formés aussi dans ces associations-là. Et les élus venaient des MJC, les élus venaient de la Ligue de l'enseignement, et tout le parcours, le parcours républicain fait dans les associations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive dans une association parce qu'on pousse la porte pour un cours de théâtre et on devient président d'une association, amène à cette formation aux responsabilités publiques, aux responsabilités collectives, et peut amener du coup après un parcours et en allant vers lui. Moi, c'est comme ça que je suis devenu adjoint au maire d'une petite commune. C'est parce que par cette envie de m'impliquer dans le collectif. Maintenant, les espaces de formation des élus, c'est plutôt des espaces de professionnalisation. C'est beaucoup les entreprises. De plus en plus d'élus viennent des entreprises plus ou moins grandes, ce qui est tout à fait respectable. Mais du coup, c'est forcément d'autres logiques qui sont mises en œuvre sur les territoires. Et donc, retrouver cet espace-là, c'est aussi de faire de nos associations des espaces de formation, des espaces de formation pour tous et toutes, pour les enfants, on l'a vu par les colos, par tout ça, pour les adultes, pour tout le monde. Et je pense que les mouvements en général d'éducation populaire ont une grande responsabilité sur la formation des élus
pour comprendre la vraie plus-value d'avoir des espaces qui sont des espaces de liberté démocratique, des espaces de débat, des espaces d'échange partout, dans toutes les communes, dans tous les villages, dans tous les quartiers, et qu'on n'est pas là forcément toujours pour répondre à des besoins et à des problématiques sociales très précises. On ne sera pas toujours les meilleurs pour répondre à qu'est-ce qui se passe sur les familles monoparentales et tout ça. Alors bien sûr qu'on va agir sur ces espaces-là, mais ça fait aussi partie de l'instrumentalisation possible, avec l'arrivée, on le voit, maintenant nos associations sont financées de plus en plus par des appels à projets très précis et de moins en moins sur leur fonctionnement. C'est aussi une évolution de ces... Donc il faut répondre à un besoin, vraiment... Eh ben, il faut répondre à un besoin très précis, identifié dans un cadre et tout ça, et de moins en moins de structures. La CAF continue à financer à travers ces différents dispositifs le fonctionnement. Beaucoup de communautés, de communes, communautés de communes continuent à le faire. L'État de moins en moins, un peu par les FONGEP, mais les FONGEP, il suffit de voir l'évolution du FONGEP dans les années. Hein. Maintenant, on est à 7 300 € pour un poste de direction ou d'animation. Donc c'est vraiment un désengagement sur le fonctionnement qui fait que nos associations courent après les appels à projets et indirectement se font instrumentaliser. Pierre Bécu, la particularité du séjour que vous mettez en avant dans votre documentaire, quel est le lien justement avec les organismes publics de ce séjour-là? C'est vrai que moi, je vois de l'extérieur en fait. Hein. Je découvre un peu ce milieu-là. Je ressens la nécessité de le défendre et de le faire évoluer aussi. Parce que je comprends aussi tout à fait les visions extérieures qui parfois se disent mais oui, il peut y avoir des budgets de fonctionnement pléthoriques, à quoi ça sert? Est-ce que je comprends hein, ces discours-là. Il faut l'argent public, c'est de l'impôt, comment il est utilisé, etc. Bon, je comprends tout à fait. Là, je vois que il y a un résultat qui est impressionnant. J'ai regardé un petit peu ce qui se fait sur les autres colos et sur les autres actions de la FOL 74, puisque là, on est sur le département de la Haute-Savoie. C'est vraiment très impressionnant. Je vois le service qu'ils font aux associations, parce que j'ai tourné aussi dans les bureaux. J'ai pas retenu au montage, mais j'ai quand même fureté un petit peu partout. Je vois le travail qu'ils font sur les migrants. Enfin, franchement, je me dis, c'est génial, quoi. Et il y a quelque chose... C'est un département plutôt bien doté financièrement. Oui, non, mais... Et puis en plus, ils travaillent, parce que comme chacun le devine, la Haute-Savoie, c'est pas un département d'extrême gauche. Enfin, voilà, mais ils arrivent à travailler ensemble depuis des décennies. Et c'est de l'investissement sur la sécurité. Parce qu'on parle beaucoup de sécurité. Mais bon, on peut pas avoir que des investissements d'ordre répressif ou en réaction. Il faut aussi, alors qu'ils soient plus pointus. Pour moi, finalement, la façon d'analyser... je leur fais pas de conseils, hein, mais en tout cas, ma vision à moi, c'est de travailler cette notion d'émancipation pour qu'elle soit plus participative, pour qu'elle soit plus co-construite. Même d'un point de vue philosophique, le verbe émanciper devrait toujours s'utiliser à la forme pronominale. S'émanciper soi-même, et pas émanciper l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit décrété, mais plutôt construit, je dirais, sécrété ensemble. Ça c'est déjà une notion qu'il faut revoir, parce que sinon, on n'est pas forcément adapté à la jeunesse d'aujourd'hui, dans toute sa diversité. Et en fait, à travers la façon dont on a filmé et dont on sort le film avec Hervé Millet de Destiny Film, c'est aussi de co-construire la sortie, alors sur les lieux, évidemment sur les salles des réseaux, mais aussi sur les multiplexes. Là, on tourne dans les multiplexes aussi. C'est de co-construire avec les compagnies locales de théâtre qui ont besoin aussi de travailler avec les écoles. Les écoles ont besoin des compagnies locales, avec les collectivités locales, avec les enseignants, avec les associations de parents. Ce qu'on veut, c'est co-construire la sortie du film comme un symbole en fait de ce qu'on voit à l'écran, la co-construction du spectacle, et comme un symbole de ce qu'il faudrait faire, à mon avis, en oubliant un peu les clivages politiques à l'ancienne, pour essayer d'être en mode préventif beaucoup plus efficace sur les enjeux qui nous attendent vis-à-vis de la jeunesse. Et la jeunesse, elle demande ça, on n'a pas le droit de rater ça, quoi. Là, ça va les décennies à venir, d'un point de vue environnemental, ok, mais d'un point de vue social, c'est énorme ce qui nous attend comme défi, quoi. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, vraiment, parce qu'on est déjà en dehors du... on a dépassé la demi-heure. Pour insister sur le fait que finalement, pour illustrer tout ça, organiser un événement autour de ce film, c'est créer un espace d'éducation populaire. D'accord.
Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Une demi-heure, ça passe très vite. Merci au public d'avoir suivi ce débat. Merci à vous.